Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Fisker et de ses difficultés financières importantes. Je vous mets le lien de cette vidéo en description et ici, dans les fiches. En effet, il est important d'avoir bien en tête cet épisode pour comprendre correctement ce que je vais dire aujourd'hui. Je vous laisse mettre la présente vidéo en pause si vous avez besoin d'aller la voir. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Alors on peut y aller. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Nous sommes désormais plus de 96 200 dans la communauté. Le cap des 100 000 est vraiment tout proche et je vous en remercie. Allez, faites péter les scores pour permettre au Choucroute Garage de perdurer et de continuer à vous proposer toujours plus de vidéos intéressantes. Depuis quelques jours, les annonces sur Fisker se multiplient et elles ne sont pas très encourageantes. Le constructeur est en effet à l'agonie et des mesures d'extrême urgence sont prises. Au rayon des annonces désastreuses, Fisker a annoncé le retrait de la table des négociations du grand constructeur traditionnel qui devait racheter l'entreprise. Si on y réfléchit bien, c'est une décision logique, et je m'explique. En supposant que le constructeur en question soit bien Nissan, et même si c'en était un autre, et que son intention était bien de produire un pick-up électrique pour les États-Unis, alors pourquoi s'encombrer de Fisker ? Autant aller directement frapper à la porte de Magna pour obtenir la plateforme et développer son produit en collaboration avec l'équipementier. Contrairement à Fisker, Nissan a des produits qui peuvent servir de base, et je suis persuadé qu'un tel véhicule pourrait sortir de chaîne en moins de 18 mois. De plus, adopter un modèle déjà présenté et identifié comme une Fisker n'est peut-être pas un gros avantage question confiance du public. Les deux essais d'Henrik Fisker pour produire sa propre auto ont en effet débouché sur des situations très similaires, et pas mal de gens y ont perdu des plumes. La Karma, dans les années 2010, et l'Ocean ont des faiblesses communes, entre autres la fiabilité de leur informatique. Même produites à des époques différentes, les deux autos ont été gangrénées par des fonctionnements aléatoires et potentiellement dangereux de leur logiciel. Or, si les clients sont prêts à accepter des défauts pour certaines fonctionnalités annexes d'infotainment ou d'aide à la conduite, comme ce fut le cas au début de Tesla et Rivian, ils ne pardonnent pas les problèmes qui rendent les fonctionnalités de base dangereuses. Les Fisker Karma et Ocean ont ce type de soucis et leur sécurité est aléatoire. L'image du constructeur en pâtit et les ventes s'effondrent, faute à une confiance insuffisante des clients. C'est aussi une des raisons du désamour du public pour la Lucid Air, qui peine à fonctionner normalement. En son temps, c'est aussi en partie ce qui a tué la DeLorean des MC12, qui avait tendance à enfermer ses occupants et à prendre feu, faute à un système électrique défaillant. Ouais, c'est un peu ballot quand même. En clair, si Henrik Fisker avait évoqué la défaillance de son fournisseur de batterie à l'époque de la Karma pour justifier la faillite, eh bien celle-ci était déjà une morte vivante car ses clients se faisaient déjà de plus en plus rares, faute à un fonctionnement normal de l'auto. Seconde mauvaise nouvelle pour Fisker, comme on s'y attendait, l'action s'est fait délister de la bourse de New York le 26 mars dernier. Cela signifie donc que l'action n'est plus cotée et que donc, d'un point de vue boursier, l'entreprise ne vaut plus rien du tout. Donc tout détenteur d'actions se voit dépossédé de la totalité de la valeur de l'actif en question. Autrement dit, les investisseurs n'ont plus rien en main. On était arrivé à des cours ridiculement bas et de plusieurs milliards de dollars de valorisation, Fisker était tombé à quelques millions. Voilà qui ferme les portes de financement auprès d'organismes financiers. À moins de trouver un mécène ayant une manière très originale de gérer son argent, nul ne prendra le risque de mettre un seul dollar dans l'entreprise. Pire encore, les quelques irréductibles ayant des réservations d'Ocean demandent le remboursement et le font savoir, comme par exemple le youtubeur américain The Kilowatts ou le site le plus dévoué à la marque, Fiskerati. Le vent de panique est désormais bien installé et Fisker se pose légitimement la question d'écouler son stock d'un peu plus de 4000 voitures. La marque a donc décidé de frapper un grand coup. Les modèles en stock se négocient à des prix allant jusqu'à la moitié de sa valeur catalogue pour écouler les invendus. Mais qui est encore dupe? Passer une telle commande, c'est s'assurer de payer un acompte qu'on ne reverra plus jamais.
En effet, Fisker est dans une telle situation que le redémarrage de la production est hypothétique, et même s'il intervient, débouchera sur des pertes abyssales, étant donné les prix affichés. Donc on peut s'attendre à tout moment à la mise en banqueroute du constructeur, ce qui gèlerait les livraisons. Les modèles en stock déjà payés peuvent échapper à la liquidation, et donc être livrés à leurs propriétaires légitimes, puisqu'elles sont payées. Mais parfois c'est carrément plus compliqué que ça. En effet, payer une Fisker n'est visiblement pas aussi simple que d'en prendre livraison, et certains roulent avec leur voiture sans même avoir déboursé un seul cent de la facture finale. Nous avons vu que Fisker est avant tout une entreprise basée sur les opérations immatérielles d'un constructeur automobile. Dans l'ordre, nous avons tout d'abord le bureau de design, en relation avec le bureau d'études de Magna pour la conception, mais aussi avec le bureau de méthode de l'équipementier pour en planifier la production. Rien à dire de ce côté-là. Fisker a réalisé un boulot remarquable de design et d'esthétique. Clairement, c'est le point fort d'Henrik Fisker. Ensuite, il y a l'administration des ventes, qui comporte 4 grands volets. Le marketing, la logistique, l'administratif et le financier. Pour le marketing, Fisker a fait le taf avec maestria, rien à redire. Tout est beau, tout est bien fait, joli, intuitif. Du site internet jusqu'à la commande de la voiture, tout est parfait. C'est ensuite que ça se gâte. Le second volet, la logistique, est pointé du doigt par le patron. En effet, si l'organisation de la livraison des lots d'auto ne semble pas poser de soucis, les livraisons individualisées sont un boulot énorme et Fisker a préféré passer par un réseau de concessionnaires pour faire ce boulot-là. C'est donc la fin de la chaîne logistique qui change pour Fisker. Mais pas que. En effet, les aspects administratifs et financiers sont aussi pris en charge par les concessionnaires. Ce qui est nécessaire vu ce qui s'est passé en 2023. Franchement, lorsque j'ai lu cette affaire, j'ai été atterré mais pas particulièrement surpris. Premièrement, la start-up a eu énormément de mal à procéder à l'immatriculation des voitures pour les clients. En effet, pour que l'auto soit immatriculable, il faut que ces données soient inscrites dans les registres informatisés de l'administration. En gros, le certificat de conformité avec son numéro de série, etc. doit être intégré dans la base de données de l'État. C'est quasiment une généralité dans tous les pays développés désormais. Or, Fisker a eu beaucoup de mal à fournir les documents et informations pour plusieurs dizaines de voitures et à livrer les autos en plaques provisoires. Nombre de clients ont ainsi reçu plusieurs jeux de plaques provisoires au fur et à mesure de leur expiration, avant finalement d'obtenir enfin l'immatriculation définitive. Et ça, c'est déjà un indice d'amateurisme. Mais il y a mieux. Ou pire, devrais-je dire. En décembre 2023, un audit interne est décidé parce qu'on a mis le doigt sur une anomalie assez énorme selon le témoignage de plusieurs personnes proches du dossier. Personnes dont les témoignages sont concordants bien qu'elles ne se connaissent pas. En effet, à cette époque, les services financiers de Fisker ne parviennent pas à mettre la main sur plusieurs millions de dollars de paiements clients. Ça c'est ballot quand même quand on a une petite entreprise qui a un peu de mal à finir ses mois. Un client, lorsqu'il prend livraison de sa voiture, est censé l'avoir payé. Mais il y a plusieurs façons de payer un véhicule, et tous ne sont pas forcément immédiats ou traçables automatiquement. Voyons cela. Prenons le cas des chèques. Plusieurs liasses de chèques de clients non encaissés ont été trouvés dans les bureaux de Fisker, et certains étaient déjà échus, donc impossibles à encaisser. Déjà ça, c'est juste hallucinant. Mais il y a pire. Les financements faits par un partenaire financier interne à Fisker, ou en relation avec Fisker, ce qu'on appelle une captive, sont également source de confusion. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne lorsque vous faites un financement chez le constructeur, puisque ça a été une part de mon travail quand j'ai été commercial auto. Le client fait une demande de financement auprès de l'organisme bancaire partenaire de la marque. Puis, il constitue un dossier de pièces justificatives pour permettre à l'organisme de décider d'accorder ou non le prêt ou la location. Le financeur envoie ensuite 2 documents, l'un au client et l'un au vendeur. Donc ici à Fisker par exemple. Le client reçoit un contrat qu'il doit signer et retourner. Ce retour se fait soit à l'organisme payeur, soit au représentant de la marque. Aujourd'hui, c'est souvent fait de manière électronique. Le vendeur, lui, donc en l'occurrence ici Fisker, reçoit quant à lui un document d'acceptation du financement comprenant les conditions d'acceptation. Ces conditions peuvent être un premier loyer à payer avant livraison ou bien simplement la transmission du contrat de financement. Pour être payé, le vendeur doit s'assurer que les conditions sont levées avant de demander le paiement du solde de la valeur de l'auto. Lors de la livraison, le client va devoir signer un document qui dit qu'il a bien pris livraison.
Et alors, ça débloque le financement de l'auto. Ça, c'est la théorie, mais la pratique diffère parfois, parce que les gens ne font pas les choses dans le bon ordre, ou ne font pas certaines étapes. Je vais vous raconter ma propre histoire lors de l'achat de ma Model S. À l'époque, on travaillait encore en contrat papier, et ma LOA avait été acceptée sous condition de remettre le dossier signé à Tesla avant la livraison. Ça, je l'ai fait le matin avant de prendre possession de mon auto. L'après-midi, j'ai donc pris livraison et je suis rentré chez moi. C'est près d'un mois plus tard que le représentant du financeur, que je connaissais bien, m'a appelé pour me dire que Tesla lui réclamait le paiement de ma voiture, mais sans avoir envoyé le dossier signé que je leur avais soi-disant pas remis. En fait, il l'avait perdu. J'ai donc dû signer une nouvelle copie du contrat pour le donner au représentant du financeur afin de régulariser la situation pour que Tesla soit payé. Entre-temps, d'ailleurs, Tesla a retrouvé mon dossier signé qui était resté dans un bureau à Lyon plutôt que d'être envoyé au siège. Bref. Eh bien, ce qui s'est passé là, c'est exactement ce qui arrive chez Fisker, mais à une échelle qui va bien plus loin que la simple erreur sur un seul dossier. La majorité des documents et traces de financement des clients étaient introuvables, et plusieurs millions de dollars manquaient dans les caisses. Le problème ne s'est d'ailleurs pas arrêté là, car de l'avis des personnes qui ont donné les informations, personnes qui ont préféré rester anonymes, tout l'ensemble du suivi des traces de transactions financières et administratives était défaillant. Le départ de 2 cadres dirigeants du service est d'ailleurs préoccupant, car il semble que le problème était connu depuis longtemps. Les 2 audits lancés sitôt la situation mise au jour, l'un interne et l'autre externe, aboutissent aux conclusions suivantes. Fisker n'est pas en mesure de certifier les comptes en raison d'un manque de rigueur dans le suivi des informations liées aux flux financiers. Voilà pourquoi le constructeur est aujourd'hui en retard sur les déclarations fiscales obligatoires, ce qui va lui coûter de sacrées pénalités. Cela fait maintenant plusieurs mois que l'entreprise et des prestataires extérieurs travaillent à la remise à plat de cette situation, en recherchant tous les propriétaires pour régulariser les dossiers. Et dans certains cas, ce n'est même pas possible, parce qu'en effet, la situation du client au bout d'un an peut avoir changé, et donc il n'est plus éligible à un financement qui lui a été accordé il y a un an, mais non payé. Et donc aujourd'hui, l'organisme de financement ne lui accorde plus le financement. Donc comment on fait pour récupérer cet argent ? Clairement, même le règlement de l'ensemble des dossiers de financement ne sauvera pas la marque Fisker. Cela permet toutefois de faire rentrer un peu d'argent qui n'aurait jamais dû finir dans la nature. En conclusion, on voit que tous les éléments d'un scénario catastrophe sont réunis pour Fisker. Derrière une façade bien léchée et des produits au style bien étudié, Fisker s'avère être, encore une fois, une entreprise teintée d'amateurisme et de je m'en foutisme. Si la partie technique déléguée à Magna a permis d'avoir un véhicule globalement mieux fait que la Karma, tout ce qui aurait dû faire d'une start-up une entreprise florissante est ici défaillant. En essayant d'externaliser les gestions les plus complexes comme les paiements clients ou l'immatriculation des véhicules à un réseau de concessionnaires qui sait le faire de manière efficace, Fisker espère redresser la barre. C'est peut-être un peu tard. Et on peut se poser aussi la question légitime, mais avec quel argent vont-ils faire ça ? Fisker est à court de cash et les nouveaux prix des Ocean sont clairement sous leur prix de revient. Comment payer alors la marge des concessionnaires et les services qu'ils assurent ? Avec ce nouveau système de distribution, le constructeur devra en plus abandonner les marges non négligeables des ventes des produits financiers aux concessionnaires, à savoir les commissions que versent les financeurs. Si le constructeur ne s'en sortait déjà pas avec la structure de prix actuelle, alors comment va-t-il s'en sortir avec des conditions encore plus défavorables ? Sauf apparition d'un chevalier blanc, Henrik Fisker va boire la tasse une seconde fois en voulant créer sa propre marque automobile. Caramba, encore raté. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'on parlera encore bientôt de cette aventure et de ce monsieur qui semble ne pas comprendre où sont ses atouts et où sont ses faiblesses. À suivre, assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Pour le petit spoil prévu pour dimanche, on va parler pneumatique. On va parler d'usure de pneumatique
Et je pense que c'est très important de remettre l'église au milieu du village par rapport aux usures de pneumatiques. Et on va voir que certaines informations vraies peuvent tout de même être trompeuses pour le grand public. Allez, on se retrouve dimanche.